En 1977, Star Wars surgit dans les salles et change tout notre rapport à la science-fiction au cinéma. Parce que, bon, on le sait, le film de George Lucas c'est un succès colossal, mais c'est pas que ça. Il impose aussi une nouvelle manière de penser les mondes imaginaires à Hollywood. Je veux dire, planètes exotiques, créatures étranges, mythologie gigantesque. Soudain, la science-fiction devient un énorme terrain de jeu pour l'imaginaire en fait, et qui permet de bâtir, mais vraiment, des civilisations entières. Hollywood comprend soudain la puissance de cette formule-là, et l'industrie se met à produire des univers qui sont régis par deux choses, toujours plus vastes et toujours plus spectaculaires. Mais pendant que le cinéma américain transforme la science-fiction en espèce d'opéra grand public, qui multiplie les images hyper spectaculaires, qui veut faire toujours plus grand, plus ambitieux, il y a autre chose qui se prépare en Europe. Parce que dans les années 80, loin de cette tendance hollywoodienne, loin des grands budgets américains, un réalisateur prépare une autre voie, un réalisateur français. Parce que depuis La Planète Sauvage, puis Les Maîtres du Temps, René Laloux explore la science-fiction par l'animation, mais en l'attirant vers quelque chose de beaucoup plus philosophique, presque assez psychédélique, et en 1987, il signe, ce qui sera son dernier long métrage, un film qui, à sa manière, partage avec Star Wars, mais pas qu'avec Star Wars, vous allez voir, l'honnêteté m'oblige à dire que j'aurais complètement pu parler de Dune aussi, dans ce film-là, et je vais y revenir, mais un film qui, à sa manière, partage avec Star Wars une ambition, celle de créer un univers complet, une planète, des histoires qui s'y passent, une mythologie, mais qui emprunte finalement une autre direction. C'est une sorte de cousin étrange de la production de George Lucas, un space opéra français, ultra poétique, ultra bizarre, profondément politique, un film qui s'appelle Gandhar. Mais avant de parler plus en détail de cet incroyable film, vous le savez, pour les amoureux de Star Wars, il y a un objet qui est juste indispensable à avoir chez soi. C'est peut-être l'objet le plus reconnaissable et le plus connu de l'histoire du 7e art. Vous voyez où je veux en venir, les amis. Regardez-moi cette dinguerie. Allez, c'est ça la sponsor, je fais ça 30 minutes. Bon, allez, j'ai une sponsor à faire quand même. Vous n'avez pas idée du nombre d'heures que j'ai passé avec ça depuis que Sabre Galactique, donc cette boutique spécialisée dans les répliques de sabres laser de haute qualité, m'a envoyé 3 sabres. Les 2 sabres laser blancs d'Ahsoka Tano et le sabre mythique du Mandalorian, le Darksaber, qui sont complètement dans l'actu avec l'arrivée en salle de Star Wars The Mandalorian and Grogu. Et quand je dis haute qualité, regardez un peu la qualité des matériaux quand même, des finitions, le sabre est juste magnifique franchement, et le rendu est incroyable. Le son, le faisceau lumineux, enfin vraiment, t'as un vrai sabre dans les mains. Et gros bonus, il est possible de graver son nom, qu'est-ce que je me sens bien avec ça. Il est possible de graver son nom, son pseudo, ce que tu veux sur la poignée en ce moment. Comme ça, si tu veux le personnaliser à fond, regardez, moi j'ai écrit mon prénom là. J'ai écrit mon prénom, sachant que chaque sabre a une multitude de couleurs différentes. D'effets sonores aussi, je trouve que c'est quand même vraiment un bel objet. Et comme la lame est en polycarbonate, tu peux te taper avec, tu peux faire des duels de sabres avec, bien sûr. Et évidemment que j'ai un code promo pour vous les amis. Déjà bon plan, il faut savoir que ces sabres sont disponibles en précommande sur Sabre Galactique, avec un tarif réduit pour ceux qui commandent entre le 3 et le 31 mai. 50 € de réduction, on prend. Et en plus de cette promo, vous pouvez utiliser mon code promo INTERCUT10 qui s'affiche ici, ou le lien en description pour avoir en plus 10% de réduc. Merci beaucoup à Sabre Galactique pour ces sabres, pour la qualité de leurs produits. Jetez un œil à leur catalogue qui est quand même assez impressionnant. Nous on se replonge dans la vidéo. Gandhar va faire de la science-fiction une espèce de fable inquiétante sur la mémoire, sur la technologie et sur les civilisations qui s'effondrent à force d'oublier leur propre passé. Bon, là, je pense que ceux qui ont un peu bouquiné Isaac Asimov, ou principalement Fondation, ça vous met les poils déjà, cette petite idée-là, mais je veux pas passer les étapes, vous inquiétez pas, on va en parler un peu plus en détail au cœur de la vidéo. Restons sur René Laloux, parce que René Laloux, on parle quand même d'un mec qui a signé des œuvres ultra atypiques et ultra importantes dans le monde de la science-fiction. Vraiment, en 3 films, il est devenu l'un des plus grands auteurs de la science-fiction européenne. Je parle donc de La Planète Sauvage, Les Maîtres du Temps, et bien évidemment le dernier, celui qui nous intéresse ici, Gandhar. 3 films de science-fiction animés, et c'est le dernier qui est souvent le moins cité et qui mérite pourtant à mon sens peut-être
le plus, même si c'est 3 films géniaux, d'être redécouverts. En tout cas, d'être remis en lumière. Parce que derrière, ce qui ressemble à première vue à un espèce de conte de science-fiction un peu, un peu hippie, avec des dessins très particuliers, en fait, se cache en réalité une œuvre d'une richesse thématique et visuelle assez dingue. Je veux dire, le point de départ, il est ça. Sur la planète Gandhar, une civilisation pacifique vit sous l'autorité bienveillante de la reine Ambisextra. C'est un monde où l'harmonie semble totale, où la nature et la technologie cohabitent sans aucun conflit, les hommes ayant reprogrammé la nature pour qu'elle corresponde à tous leurs besoins. Donc sur le papier, tout va bien jusqu'au moment où surgissent les hommes-machines, des créatures métalliques capables de pétrifier tout être vivant avec leurs armes. L'équilibre, évidemment, à partir de là, va complètement s'effondrer, et la reine va envoyer un éclaireur, Sylvain, enquêter sur tout ce qui se passe et sur d'où viennent ces fameux hommes-machines. Gandhar a été détruite et ses habitants massacrés. Il y a 1000 ans, Gandhar sera sauvé et l'inévitable évité. Dit comme ça, on sait qu'on est sur un conte écologique typique des années 80, avec un peuple en communion avec la nature, qui est attaqué par des machines. Bon, c'était quand même une obsession à l'époque, sauf que, comme souvent, René Laloux va beaucoup plus loin dans ce qu'il transmet et dans ce qu'il veut dire. Et comme souvent avec Laloux, la simplicité apparente du récit cache une structure beaucoup plus intéressante et beaucoup plus troublante, parce que, évidemment, le récit va s'élargir pour aller beaucoup plus loin que cette simple situation initiale. Gandhar, c'est pas seulement un film sur la lutte entre nature et technologie, c'est un film sur l'oubli, sur une civilisation qui a décidé d'effacer son passé et de continuer à vivre dans une société créée de toutes pièces, mais une société qui, on se rend compte bien vite, est une illusion qui est vouée à disparaître. La société gandharienne, elle est présentée comme étant une utopie, les habitants sont beaux, vraiment on dirait quasi les ingénieurs dans Prometheus, tout le monde est beau, les paysages sont hyper luxurieux, tout semble assez calme. C'est un rêve, quoi. C'est vraiment un rêve où la violence n'existe pas. Mais très vite, le film introduit une idée qui est assez dérangeante quand même. C'est que cette perfection, elle repose sur un refoulement. Les Gandhariens ont décidé d'oublier les expériences scientifiques, les manipulations génétiques et les dérives de leur histoire et de leur technologie qui ont permis l'existence même de la civilisation. En fait, ils ont effacé leur propre histoire. Et évidemment, et ça c'est une récurrente aussi dans les récits de science-fiction, ce passé va revenir les hanter. Les hommes-machines ne sont pas une conséquence extérieure, ils sont la conséquence logique de ce que Gandhar a créé et a voulu oublier. Pourquoi m'avoir fait naître si mal, si mal? Pour que vous compreniez bien de quoi on parle, il faut savoir que Gandhar est adapté d'un bouquin de science-fiction. Un bouquin de Jean-Pierre Andrevon, qui est un grand nom aussi de la science-fiction et de la littérature française, qui, dès les années 60-70, était obsédé par les sociétés défaillantes, en fait. Par l'aliénation de l'homme face à l'immensité de l'univers, par l'impact des nouvelles technologies, des pouvoirs que l'être humain pouvait mettre en place et la manière dont une société fasciste pouvait naître de ces pouvoirs-là. Et surtout, c'est un homme qui est obsédé, tout bêtement, par la fin de la race humaine. Et du coup, ouais, évidemment, la fondation Isaac Asimov, on est en plein dedans. Je pense que beaucoup d'entre vous vont aussi vous dire « Eh oh, tonton, Frank Herbert », bien sûr, Frank Herbert, bien sûr que dans Dune, c'est exactement ça aussi. Et bien sûr que, comme très souvent dans la science-fiction, Gandhar ne parle pas seulement d'un monde imaginaire, il parle de nous. Et Laloux, en adaptant ce bouquin, il s'inscrit dans une tradition de science-fiction profondément politique sur la mémoire collective. L'idée, c'est qu'une civilisation qui refuse de regarder ces zones d'ombre finit toujours par les voir revenir sous une forme monstrueuse. En l'occurrence, des hommes-machines qui sont clairement une représentation très visuelle du fascisme. Une force froide, mécanique, qui transforme les êtres vivants en statues sans pensée. Une idéologie, en fait, qui pétrifie la pensée et toute la complexité du vivant pour faire de nous des espèces... Ouais, des machines, tout bêtement. Je veux dire, moi, je trouve que le pitch, il est déjà quand même assez intéressant. Et pour mettre ça en image, écoutez, il y a le visuel assez unique de René Laloux. Contrairement à beaucoup de films d'animation occidentaux de l'époque, Gandhar ne cherche jamais un peu à suivre Hollywood, il cherche jamais le spectaculaire à tout prix. La mise en scène repose sur une logique très contemplative, les plans sont souvent assez larges quand même, les mouvements de caméra sont rares, donc d'autant plus notables quand ils apparaissent, et Laloux développe vraiment son monde, c'est-à-dire qu'en fait chaque plan va, je trouve, assez
fourmillé en fait de détails. Et c'est assez intéressant de voir à quel point l'univers existe en fait, à quel point René Laloux fait exister son monde par le visuel et par le coup de crayon absolument magnifique aussi de Philippe Cazat, qui est le dessinateur à l'origine du graphisme de Gandahar. Ici, Philippe Cazat, il assure la reprise du flambeau et vraiment, c'est assez magnifique aussi, hein, parce que clairement, Gandahar est un film qui ne ressemble à aucun autre. Avec cette végétation assez atypique, avec ses architectures, avec ses corps humains très stylisés, les silhouettes très élancées, les visages assez peu expressifs finalement, tout baigne dans une atmosphère unique. On est très loin du naturalisme Disney, quoi, ça c'est sûr. On est dans une forme de science-fiction très psychédélique, où chaque bestiole semble sortie d'un espèce de rêve étrange, et surtout agrandit l'univers, élargit complètement l'univers. C'est le cas notamment des Transformés, qui sont clairement l'une des trouvailles visuelles et thématiques les plus marquantes du film. Tu ne devines pas le nom de notre peuple ? Avec ses corps, ses têtes, ses membres faits n'importe comment, assemblés n'importe comment. Les transformés. Contrairement à la société parfaite, là t'as des corps déformés, des visages asymétriques, des membres disproportionnés, ils incarnent littéralement les erreurs du passé, les Transformés. Et pourtant, Laloux ne les filme jamais comme des monstres, tout comme il le fait avec le Métamorphe, cette espèce de cerveau géant enfoui dans les profondeurs de la planète, capable de communiquer à travers le temps lui-même. Ça, c'est une des idées de science-fiction les plus vertigineuses du film, je trouve, la Métamorphe. C'est quand même une conscience qui observe sa propre évolution à différentes époques du temps. Tu mets ça à Hollywood, tu fous ça dans les mains d'un Nolan, ça te donne un film de science-fiction imbouffable. Mais ici, pas d'effets spéciaux spectaculaires, pas de montage frénétique, pas besoin de surcharger d'effets pour que le film s'élargisse et devienne gigantesque. Et attendez, parce que Gandahar dure 1h20. Réussir à dire tout ça en 1h20, c'est quand même aussi un sacré tour de force. Parce que ce que fait René Laloux, finalement, c'est rien de moins que de créer un univers infini. Il y a des parallèles que je veux faire avec Gandahar, sur lesquels il faut absolument que je détaille, parce que je sais que c'est important. D'abord, Star Wars, parce que quand George Lucas crée Star Wars, il construit un univers complet, peuplé de planètes, de cultures, de technologies différentes. C'est exactement cette ambition-là qu'on retrouve dans Gandahar. Comme on aurait pu résumer Star Wars à c'est un chevalier qui va sauver une princesse, on peut résumer Gandahar à c'est un chevalier qui va partir en éclaireur voir ce qui se passe parce qu'il y a des méchants qui les attaquent. Et Laloux, évidemment, et comme George Lucas, ne se limite pas à une simple histoire de héros envoyés en mission. Il invente toute une mythologie autour, une planète entière avec son histoire, ses peuples, sa mutation. Vraiment, on est sur un récit qui a une ampleur mais millénaire en fait. Et c'est ça pour moi qui faisait le charme de Star Wars et ce qui a fait que ça fonctionnait, c'est qu'en fait chaque décor, chaque idée, chaque bestiole donnait l'impression que l'univers existait au-delà de l'intrigue principale. C'est exactement ça dans Gandahar. Et ça, évidemment que ça donne un vertige de fou. Et évidemment que ça te pousse à mettre ton propre imaginaire dans le monde créé par l'artiste. Et on y retrouve aussi cette notion du pouvoir. Parce que dans Star Wars, l'Empire, c'est pareil, c'est pas très subtil, mais c'est clairement le fascisme, la représentation du pouvoir froid, militaire, très technologique, avec des soldats qui sont des robots, presque anonymes. Gandahar reprend cette idée, mais en la poussant plus loin. Les ennemis sont pas seulement une armée mécanisée, c'est littéralement des hommes-machines qui évoluent dans des mythes où se trouvent des métamorphes, des transformés. Et en fait, on pourrait presque voir Gandahar comme une sorte de Star Wars européen. Plus étrange, plus poétique, moins spectaculaire, peut-être, mais aussi beaucoup plus philosophique, qui doit énormément à des grands penseurs de la science-fiction. Comment imaginer pareille horreur ? Et pareille absurdité. Un système d'extermination aussi compliqué. Parce que voilà, il y a évidemment aussi le lien entre Gandahar et Isaac Asimov, bien sûr. Et là, je me fais un petit plaisir et je vous parle pendant 1 minute de Isaac Asimov parce que j'ai envie en fait. Tout bêtement. Chez Asimov, l'idée centrale, c'est que les sociétés, elles suivent des cycles. Elles naissent, elles prospèrent, elles déclinent, souvent parce qu'elles ont oublié les forces et les erreurs qui les ont construites ou déconstruites. Je veux dire, quand on lit Fondation, on sait que l'Empire Galactique de Fondation, il est déjà condamné précisément pour ça. Et que la science inventée par Asimov, qui est la psychohistoire, n'y peut absolument rien. Même si cette science prétend pouvoir connaître le futur et savoir à quel moment exact la nouvelle civilisation va apparaître. Dans Gandahar, c'est un
peu pareil, la planète du film et son utopie reposent en réalité sur une amnésie collective. Les Gandariens, comme j'ai dit, ils ont effacé les expériences scientifiques et la manipulation génétique qui ont façonné leur civilisation. Bah voilà, la conséquence, elle est comme chez Asimov. Une société qui refuse de retourner son passé et de regarder son passé finit toujours par en subir les conséquences. Et on parle de civilisation millénaire, multimillénaire, dans les deux cas, hein, chez Asimov comme chez Laloux, qu'on observe. Et c'est ça que j'aime dans la SF, chez Asimov, chez Lucas, chez Herbert, chez Laloux, c'est ce vertige en fait. Et cette ambition, ce côté vraiment épopée basée sur des temporalités qui échappent même à notre compréhension, quoi. Alors je sais ce que certains vont peut-être dire d'un point de vue purement cinématographique. Oui, l'animation, elle est parfois assez rudimentaire, assez limitée par le budget. Évidemment, je ne veux pas le nier. C'est toujours le cas chez René Laloux. Certaines scènes manquent un peu de fluidité. On sent les limites de la production européenne bien loin des budgets américains. Mais vous savez quoi ? Franchement, moi, je vais le dire, hein, limite... J'aime ça. En tout cas, je le verrai jamais comme un défaut, quoi. Parce que c'est même pas un défaut pour moi. Ça donne un rythme très étrange, un rythme très flottant, collant complètement à une science-fiction plus méditative, plus poétique, plus lente, plus inquiétante, hein, aussi. Et une science-fiction qui a la force de pouvoir créer tout un univers autour de son histoire principale. Et c'est pour ça que, de manière un peu provocatrice, je l'appelle le Star Wars français. Pas parce qu'il cherche à imiter la saga de George Lucas, évidemment pas. Mais parce qu'il partage avec elle une ambition quand même assez rare, qui est de créer un univers complet. Un monde avec sa mythologie, ses conflits, ses bestioles, ses mystères en fait. Sauf que Gandahar, lui, il prend le parti d'une fable philosophique. Et c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui, avec un peu de provoque, que Gandahar est en fait bien plus que le Star Wars français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup à Sabre Galactique pour leur soutien. On n'oublie pas la grosse promo en cours jusqu'au 31 mai et le code INTERCUT10 qui vous permet de choper 10% de réduction sur les sabres. Jetez-vous sur Gandahar, vraiment énorme pépite à découvrir absolument. Et partagez cette vidéo à vos potes qui connaissent pas René Laloux pour faire la propagande de partout. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.